Et de retour sur le plateau de la REF 2022 pour parler de l'accélération digitale et des grands défis tech dans le secteur de la santé. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau David Giblas, directeur général délégué de Malakoff Humanis à ma droite, et Jean-Claude Labrune, PDG de groupe CGDIM à ma gauche, avec des lumières qui mettent en valeur ses yeux bleus. Bonjour Jean-Claude et bonjour à vous David Giblas. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter un petit peu vos organisations? Peut-être vous pour commencer, avec le micro. CGDIM est une société d'informatique ancienne, puisqu'elle a maintenant plus de 50 ans, qui est organisée autour de la notion de cloud souverain, avec une infrastructure informatique très puissante et qui fournit un certain nombre de services. Alors, parmi ces services, nous avons la gestion de flux, notamment de factures, où nous travaillons pour 2 millions d'entreprises en Europe. Nous avons la gestion de santé et de prévoyance, où nous travaillons pour plus de 20 millions de patients. Nous avons les services de ressources humaines, où nous travaillons également pour près d'1 million d'employés aujourd'hui. Donc c'est une boîte qui au total fait un peu plus de 500 millions, plus de 5000 personnes, qui est principalement localisée en France. Nous avons également la chance d'avoir une activité avec trois assureurs que sont Malakoff Médéric, ProBTP, Vive, qui sont rentrés dans le capital de notre filiale CGDIM Santé. CGDIM Santé, c'est 100 000 professionnels de santé à qui nous fournissons des services de gestion de leur dossier médical, de leur mouvement avec l'État, et où notre credo, c'est de donner le maximum de facilité dans les rapports entre les praticiens, les patients et l'État. D'accord. Et également, où notre credo, c'est de vouloir médicaliser au maximum l'environnement que nous leur fournissons. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir, Jean-Claude Labrune, sur effectivement l'impact, puisque c'est le sujet de cet après-midi, de toute la transformation digitale sur toutes ces activités santé que vous décrivez. David Gildas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Malakoff Humanis et de vos grands métiers, de vos grands enjeux du moment? Oui, très rapidement. Donc Malakoff Humanis, c'est le leader de la protection sociale en France, donc avec deux grands métiers, la retraite complémentaire et l'assurance santé et prévoyance. Sur la retraite complémentaire, donc Malakoff Humanis représente à peu près 40% du régime Agirc-Arrco. Et en matière d'assurance santé et prévoyance, c'est près de 400 000 entreprises clientes pour 10 millions de Français et de Françaises protégés, pour un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards. Voilà. Et l'autre caractéristique du groupe Malakoff Humanis, c'est que nous sommes donc un groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif et qui donc est très spécifique à notre groupe d'assurance. Voilà, très rapidement. Très bien, merci pour cette photo rapide. Alors, pour vous deux, les acteurs de la santé doivent s'engager dans un mouvement de transformation de fond. La santé, ça nous concerne tous, et cette transformation numérique, on peut la vivre dans notre quotidien. Quelle est la situation de votre point de vue, finalement, sur la maturité du secteur au regard de cette transformation numérique? Qui veut répondre d'entre vous deux? Bon, écoutez, on vient de... Avec le micro bien sur le menton, voilà. On vient de franchir un cap assez décisif avec l'offensive sur le plan Ma Santé 2030, disons, avec l'identité numérique de santé. Bon, c'est une initiative récente, puisque le mouvement réel a commencé il y a 3 ans. On est un petit peu en retard sur l'ensemble des pays du Nord, où on a très longtemps confondu, où on confond d'ailleurs identité tout court et identité de santé. Et ça, c'est effectivement un des moyens obligatoires, la base de partage de l'information de demain. Très bien. David Gildas, un mot, vous, sur votre vision finalement de la maturité de ces acteurs de la santé au regard de cette transformation digitale? Moi, je pense que, comme disait Jean-Claude, on avance, mais on est peut-être encore assez loin de la cible.
Je regardais quelques chiffres qui sont d'ailleurs donc de la source de la DNS, la délégation numérique à la santé. En 2021, 500 millions de documents ont été échangés. Et sur ces 500 millions, seuls 10 millions ont été échangés de manière numérique, soit 2% des échanges. Donc ça veut dire qu'il reste 98% encore à faire. Alors la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont en cours, et depuis maintenant plus de 5 ans, notamment à travers le Ségur de la santé, avec près de 2 milliards de financement, qui s'attaquent, de mon point de vue, aux bonnes priorités, qui ne sont pas toujours visibles encore par les Français et les Françaises, mais qui sont nécessaires, puisqu'il s'agit donc de mettre en place les socles technologiques, les infrastructures, pour faire en sorte que les systèmes d'information, donc les éditeurs de logiciels dont Cegedim fait partie, soient interopérables, puissent donc stocker ces données, les partager et les rendre accessibles à travers ce qu'on appelle mon espace santé. Donc tout ça prend du temps, ce sont des travaux de fond qu'il faut faire, sachant qu'on a de fait un système de santé complexe avec de multiples acteurs, avec de multiples formats de données. Mais je dirais c'est le côté frustrant des travaux donc, actuels qu'il faut passer avant d'arriver à une vraie valeur d'usage de ces données qui prennent du temps mais qui vont arriver. Et, à quelle échéance selon vous ? Il y a des échéances qui sont assez rapides, puisque l'objectif à 2030, c'est quand même d'avoir une transformation qui soit très avancée en matière d'échange informatique. Donc, comme vous le savez, avant l'été, on avait plus de 15 millions de dossiers d'espace santé ouverts. Donc, les choses avancent vite. Maintenant, ces dossiers, il faut les alimenter en données. Les éditeurs travaillent d'arrache-pied, et en particulier les équipes de Jean-Claude Labrune, pour que derrière, l'ensemble de ces données puissent être déversées dans ces espaces santé, pour que à la fois les professionnels de santé et les patients puissent accéder à ces données, les partager, les faire circuler. Donc je pense que le rythme est assez soutenu, pas encore totalement visible, mais je pense que chaque année qui va passer, on verra vraiment les résultats. On va aller de plus en plus vite et de plus en plus dans le cœur des sujets de transformation. Jean-Claude Labrune, votre point de vue, est-ce qu'on va assez vite finalement sur cette mutation ? On ne va jamais assez vite, mais l'informatique est ce qu'elle est. Elle demande du temps, elle demande un engagement, elle demande beaucoup de moyens. Mais bon, c'est aussi difficile de changer les mœurs. On a lancé la télémédecine il y a quelques années, pas très longtemps, 5 ans. Le Covid a multiplié l'emploi de la télémédecine. Aujourd'hui, on n'est qu'à 2% d'utilisation et c'est quand même un des moyens qui ça paraît dérisoire par rapport aux enjeux finalement. C'est dérisoire par rapport à ce que ça sera demain. C'est dérisoire par rapport aux besoins qu'on peut avoir dans les déserts médicaux. Mais on a avancé. On est en concurrence sur ce dossier avec Doctolib. Nous, on est très engagés du côté des praticiens de ville, où on a beaucoup de succès. Et puis, comme le dit notre ami, on est en train de développer les échanges. On a lancé des messageries instantanées avec échange de documents qui ont déjà beaucoup de succès entre tous les médecins de notre environnement et tous nos professionnels de la santé. On en a 100 000, on a un bon annuaire. Absolument. Et alors, quand on préparait cet entretien, cette interview avec vous, Jean-Claude Labrune, vous disiez finalement que l'augmentation de la technicité de l'offre de soins nécessitait peut-être de partager les coûts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette théorie ? Si vous voulez, moi je trouve qu'aujourd'hui, la problématique numéro 1 que nous avons à partager, c'est le problème des coûts. On a d'abord rattrapé des coûts, notamment au niveau des personnels de santé. Quand on pense qu'aujourd'hui, une consultation de médecin, c'est 3 heures de stationnement à Paris, c'est le même prix. On est dans le déraisonnable sur la rémunération. Donc il faut rattraper ça et puis il faut penser à demain. Et demain, c'est l'inflation des coûts, l'inflation liée au vieillissement de la population, ça tout le monde le sait, mais l'inflation due aux besoins de technicité des nouveaux outils, des robots d'intervention, de la génomique. Par exemple, on est aujourd'hui capable de détecter, avec l'analyse génomique, de produire 80% des traitements au niveau du cancer du sein en l'espace de quelques jours, alors qu'avant, il fallait 6 mois.
Et tout ça, il faut le faire. On a une envolée du prix des médicaments, cher, du prix des nouveaux médicaments, notamment en cancérologie. On est passé de 20 milliards à 24 milliards en l'espace de 5 ans dans les dépenses de santé de ville, uniquement par la présence des produits chers. Donc il faut qu'on prévoie pour demain une augmentation obligatoire, beaucoup plus importante que l'inflation, une augmentation de nos dépenses de santé. C'est un besoin réel. Un mot sur cette analyse, David Gilbert? Oui, je la partage complètement. D'ailleurs, il y a aussi un phénomène complémentaire, c'est la croissance des maladies chroniques, en fait, qui touche près de 20 millions de Français quand même. Donc et on s'aperçoit aujourd'hui, dans les dépenses de la CNAM, c'est plus de 60%. Et donc là où le système de santé était bâti sur le traitement d'épisodes aigus avec le médecin généraliste comme étant le référent, on bascule dans une médecine différente, une médecine, on va dire, plus de parcours, avec des maladies chroniques autour du cardiovasculaire, le diabète, les maladies respiratoires, le cancer, etc. Il va falloir accompagner ces patients tout au long de leur vie. Et ça a un coût. Ça a aussi des exigences en matière d'organisation du système de soins. Donc là, il y a des travaux importants en matière de décloisonnement de la ville, de l'hôpital et du médico-social. Et puis, bien sûr, en matière de financement, puisque en matière de tarification et de financement, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes partenaire finalement de cet événement, la REF 22, le rapport finalement d'une entreprise comme Malakoff Humanis et des entreprises, c'est une grosse partie de votre activité, les entreprises? Oui, bien sûr, mais je pense que là, on est assez convergent. C'est de dire que la santé, c'est l'affaire de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne, en fait, finalement. D'ailleurs, qu'ils soient publics ou privés, parce que souvent, on a tendance à les opposer. Et je pense qu'on a plus à gagner en complétant et en fédérant nos atouts plutôt que d'essayer de les distinguer. Je pense que la force de CGDIM Santé, c'est la connaissance des professionnels de santé. C'est le leader en France des professionnels de santé. Une base de données de combien de data au sein de votre base de données Alors ça, on est aujourd'hui, on a une autre activité aujourd'hui, nous sommes en Europe le leader des données en vraie vie. Et on a 64 millions de dossiers patients anonymisés. Voilà, c'est ça le chiffre. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais c'est important parce que finalement, c'est la combinaison d'une expertise et d'un vrai savoir-faire autour des professionnels de santé et de l'informatisation de leur activité. Et nous, de notre côté, c'est la connaissance finalement des Français et des Françaises dans leur vie réelle, dans l'entreprise, avec des thématiques qui nous sont chères, autour notamment de la prévention ou du dépistage. Et on s'aperçoit qu'en combinant nos expertises, professionnels de santé et les Français en vie réelle, eh bien, on peut faire des choses qu'il est difficile de faire chacun de notre côté sans avoir accès à ces compétences. Et c'est là où on se retrouve, puisque on sait très bien qu'en France, on a des enjeux importants en matière de prévention, en matière de dépistage et puis surtout en matière de suivi, en faisant référence à mon sujet autour des maladies chroniques, qui passe par, bien sûr, une expertise et une connaissance très approfondie des professionnels de santé, mais également de ce que font ou de ce que ne font pas les Français et les Françaises dans leur quotidien. D'accord. Alors justement, on est ici entouré de beaucoup de patrons d'entreprises. Est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer dans finalement la santé de ses collaborateurs? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je dirais que la santé des employés pour le chef d'entreprise, c'est son patrimoine numéro 1. Donc, sans employés en bonne santé, qu'elle soit physique ou mentale, eh bien, c'est extrêmement difficile d'avoir une entreprise performante. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de questionnement sur la priorité qu'accordent aujourd'hui les dirigeants et les dirigeantes. Maintenant, le sujet est complexe, comme je le disais tout à l'heure, avec notamment des phénomènes un peu nouveaux. On parle aussi de la santé mentale, par exemple. C'est un sujet qui revient souvent, notamment avec le maintenant Covid. Est extrêmement répandu, avec la difficulté de faire la part des choses entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisque eh bien, notre santé nous suit où qu'on soit, donc elle ne s'arrête pas au pied de la porte de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que pour le dirigeant, maintenant, il est plus que nécessaire de s'emparer de tout ça, et il a de fait besoin d'accompagnement, besoin d'aide pour avoir les services pertinents au bon moment, en respectant bien sûr la vie privée de ses employés, mais en mettant à leur disposition des services qui soient à forte valeur pour eux.
Absolument, on parle souvent de symétrie des attentions aussi, avoir des collaborateurs heureux pour avoir des clients heureux, et ça passe effectivement par C'est essentiel en fait, c'est essentiel, et on voit bien que toutes les priorités qui sont données, notamment au service client, à l'amélioration de la qualité de service, etc., passent par des employés qui se sentent bien et qui se trouvent bien au sein de l'entreprise. Et donc, et ça, je dirais, aujourd'hui, ça fait partie des leviers donc essentiels de la performance des entreprises, mais c'est reconnu comme tel en fait. Et je pense que le Covid nous a aidé aussi peut-être à appuyer de fait ce point-là. Jean-Claude Labrune. Cegedim Santé va annoncer bientôt des accords très importants dans la médecine au travail. D'accord. Scoop. On a un scoop sur le plateau aujourd'hui de la REF 2022, donc on attendra des annonces à la fin de semaine. Parfait. Peut-être une dernière question à tous les deux pour clore cet échange passionnant. Au sein de vos organisations, on parle de transformation numérique, on parle de la manière dont vous accompagnez ce secteur de la santé, et vous en êtes des acteurs clés et dont vous accompagnez ces transformations. Mais au sein de vos organisations même, vous êtes tous les deux des managers, des dirigeants de vos structures. Vous avez l'historique souvent de ce qui s'est passé. Je pense à vous, notamment Jean-Claude Labrune, qui est dans le secteur et à la tête de votre entreprise Cegedim depuis plusieurs décennies, 4 si je ne m'abuse. 5, voilà. Comment vous faites adhérer vos équipes ces sujets de transformation? Est-ce qu'il y a des craintes à lever et comment avoir la transformation heureuse, j'ai envie de dire? On a 2 modèles différents. Le modèle de Cegedim, c'est depuis toujours la transformation numérique. Donc tous ceux qui sont engagés dans Cegedim partagent cette vision, plus ou moins complètement bien entendu, mais la partagent. Et on a des équipes qui sont quand même très très jeunes. Donc on est dans le naturel. C'est naturel. On est dans le naturel. Et la transformation numérique, elle est continue. Elle est continue depuis 50 ans. On vit avec. C'est la vie, tout simplement. Très bien, belle conclusion. Un mot pour finir, David Gildas? Oui, c'est vous poser une question importante. Je pense que tout part déjà de la valeur d'usage. On voit bien qu'à partir du moment où il y a une vraie valeur d'utilisation de ces services numériques, de fait, c'est naturel. De fait, on a du mal à s'en passer. Et donc, comme le disait Jean-Claude, je pense que le Covid a montré que le digital, la téléconsultation, la télémédecine avaient vraiment de l'intérêt. Après ça, je pense qu'il y a des sujets quand même d'éthique aussi qu'il faut quand même garder à l'esprit. On est sur des sujets de santé, donc c'est omniprésent. Et puis, bien sûr, un autre sujet qui me paraît important, c'est la souveraineté. Donc tout ça, donc le domaine de la santé fait partie encore des rares domaines dans lesquels on est souverain. Donc restons souverains. Ça me paraît essentiel pour garder cette transformation heureuse, comme vous dites. Parfait, merci à tous les deux. Je rappelle vos noms: David Gildas, directeur général délégué de Malakoff Humanis, et Jean-Claude Labrune, PDG du groupe Cegedim. Merci pour votre intervention. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir.